Le 2 mars 1972 est lancée depuis le site de lancement du Kennedy Space Center la sonde Pioneer 10, qui devint à cette époque la première sonde à photographier et à effectuer un survol de Jupiter. Salut à tous, et aujourd'hui nous allons ensemble parler et retracer l'histoire de la géante gazeuse, de ses débuts en tant que protoplanète jusqu'à aujourd'hui avec l'arrivée de Pioneer 10. Notre histoire prend place peu de temps après sa formation. Je ne vais pas vous répéter comment se forme une planète ou un système solaire, mais si cela vous intéresse, je vous renvoie à cette vidéo que j'ai faite il y a de cela un petit bout de temps sur ma chaîne YouTube et qui vous l'expliquera bien plus en détail, mais je ne vais pas le refaire ici. Si on regarde la nature de cette planète, Jupiter est une planète gazeuse, ce qui fait qu'elle ne possède pas vraiment de sol à proprement parler. Si on essayerait de s'y poser, on la traverserait à tous les coups. D'ailleurs, en parlant de la traversée, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver au sein de cet astre? Pour le savoir, il faut remonter à l'origine de sa formation et analyser les différents disques de matière qui étaient présents dans le système solaire après la création du Soleil et qui permettront ainsi de comprendre les éléments qui constituent notre Jupiter actuel. À cette distance, la température est si basse que les principaux éléments ne sont pas des cailloux de roche, comme c'est le cas pour toutes les planètes telluriques qu'on a pu citer sur toute cette série, mais ce sont des gaz et des morceaux et des roches de glace qui composent la plupart des disques de matière qui étaient présents à cette époque. La glace sera utilisée pour le noyau de Jupiter, tandis que les gaz le seront pour son manteau ainsi que son atmosphère. Au centre, on retrouve le noyau de glace et tout autour, il y a un gigantesque manteau composé d'hydrogène métallique. Mais il n'est pas solide. Mais dans les faits, on suppose que ce gigantesque manteau doit se rapprocher et à la physique et à la texture du mercure. Par-dessus, on retrouve une couche d'hydrogène liquide. Et entre les couches liquides et solides, ou plutôt métalliques, eh ben, il y a l'hélium qui tombe en fines gouttelettes vers le noyau. Et enfin, on trouve l'atmosphère, qui en fin de compte n'est pas très imposante par rapport au gigantesque manteau d'hydrogène métallique, mais elle est tout aussi active. Ce que nous voyons depuis les images satellites n'est ni plus ni moins que l'atmosphère. Les différentes rayures sont les courants de vent qui peuvent aller à plus de 400 km/h, dans un sens comme dans l'autre. À sa surface, on retrouve un élément qui intriguait tant d'astronomes, la grande tache rouge. Et cette grande tache rouge est tout simplement un gigantesque cyclone qui dure depuis plusieurs siècles. Si Jupiter paraît très hostile, cela est dû en partie à sa vitesse de rotation, qui est très rapide. Une journée à sa surface dure une poignée de dizaines d'heures seulement, contrairement aux 24 heures d'une journée terrestre. Cette rotation cause de fortes tempêtes, mais aussi une déformation de la planète générale, car les planètes et tout autre corps qu'on peut retrouver au sein des autres systèmes planétaires ne sont pas rigides, ils peuvent se déformer. Et ainsi, en tournant extrêmement vite, eh ben ça a pour conséquence d'ovaliser la planète, et c'est le cas avec Jupiter. Et ça se fait d'autant plus ressentir quand on verra les planètes naines qui se trouvent dans la structure de Kuiper. Mais ça sera pour une prochaine fois. Mais avant de continuer, il faut que vous vous rendiez compte d'une chose, c'est que tout l'écosystème qui entoure Jupiter ainsi que la planète elle-même est complètement démesuré. Par exemple, revenons à notre grande tache rouge. Au-delà d'être très impressionnante du point de vue artistique avec ses belles couleurs, elle est tout aussi gigantesque. À l'intérieur, on pourrait littéralement faire entrer 2 terres, ce qui veut dire que la grande tache rouge est tout aussi grande que la Terre. Et Jupiter a un diamètre de 11 fois celui de la Terre. Donc le diamètre de Jupiter équivaut à 11 terres alignées les unes après les autres. Si on continue à s'éloigner de son atmosphère, on tombera sur les anneaux. Alors, les anneaux, ils sont pas très impressionnants du point de vue technique. En effet, ils sont très petits, ils sont très sombres et sont très difficiles à observer. Ce qui fait que la plupart du temps, avec certaines illustrations et dans les manuels de sciences, eh ben on ne les représente quasiment pas parce qu'ils sont pas assez figuratives de la planète. Puis vient les lunes de Jupiter, qui sont en effet en grand nombre. Car si sur Mars on en avait déjà 2 lunes, donc ce qui était déjà bien meilleur que la Terre, on n'en avait qu'une seule, là avec Jupiter, on monte à plus de 60 lunes. On vient littéralement de multiplier le nombre de lunes qu'il y a
sur le Mars par 30, ce qui est juste hallucinant. Et avec un nombre pareil, je ne pourrais absolument pas vous lister toutes les lunes de Jupiter et toutes les caractériser parce que ce serait inutile et inintéressant. Par contre, dans le lot de ces 60 lunes, il y en a 4. 4 qui sont un poil plus grandes que les autres et qui sont surtout beaucoup plus intéressantes que les autres. Et je veux bien sûr parler des lunes galiléennes. Les lunes galiléennes sont 4 astres découverts et observés par Galilée lui-même et qui a donné les noms de Europe, Io, Callisto et Ganymède. Les lunes sont vraiment très éloignées les unes des autres, pas au niveau de leur distance, mais au niveau de leur apparence. Si on prend le cas de Europe, elle est composée principalement d'eau. Elle est recouverte d'une épaisse banquise de glace ou à laquelle on peut soupçonner la présence d'un océan d'eau liquide qui serait en contact avec le noyau et qui ainsi pourrait, selon nous, abriter la vie au sein de cette planète. Avec Io, c'est l'inverse total. Io est une planète volcanique et qui est très active. Et c'est la Lune avec l'activité volcanique la plus intense dans le système solaire aujourd'hui. Et Io, elle crache non pas de la lave comme c'est le cas sur la Terre ou sur d'autres volcans du système solaire, mais elle crache du soufre liquide, ce qui a pour conséquence de donner cette teinture jaunâtre à la Lune. Quant à Ganymède, elle est recouverte et tapissée de cratères après l'impact de plusieurs météorites. Mais pas que, parce que certes, elle est surtout tapissée de cratères, comme c'est le cas sur la Lune par exemple, mais surtout, elle est énorme. Tellement énorme que Ganymède surpasse en termes de taille Mercure. Mercure qui pourtant est une planète, et ce qui en fait de Ganymède la plus grande lune de tout le système solaire confondu. Et Callisto, c'est à peu près la même chose, à ceci près que elle n'est pas vraiment la plus grande lune du système solaire, et c'est tout ce qu'on peut dire sur elle. Jupiter, à elle toute seule, a réussi à capturer un grand nombre de matières et tout un tas de corps célestes juste hallucinants. Et cela continue encore, à cause de sa forte gravité, elle continue à amasser de la matière et des astéroïdes et des comètes. Et on va en venir justement à Shoemaker-Levy 9. Car en effet, les astéroïdes sont ainsi petit à petit attirés à cause de ces planètes et peuvent ainsi être déviés. Certains astéroïdes passant dans le champ gravitationnel de Jupiter sont ainsi déviés ou alors se percutent contre Jupiter ou alors elles s'écrasent complètement sur Jupiter. Et c'est le cas avec Shoemaker-Levy 9, qui en effet, après s'être fragmenté en plusieurs morceaux, dû aux forces de marée hallucinantes de Jupiter, elle s'est écrasée sur elle entre le 16 et le 22 juillet 1994. Ces impacts ne sont pas sans conséquence puisqu'elles ont y laissé de jolies taches sombres à sa surface. Cette attraction gravitationnelle est un avantage pour nous, car cela permet en effet de dévier les astéroïdes qui pourraient ainsi être dangereux pour nous, et ainsi que Jupiter capture ces astéroïdes et les ramène vers elle, sans pour autant que ces astéroïdes puissent nous percuter et ainsi créer de gigantesques cratères. Elle a aussi une force de gravité très importante, mais elle a aussi un champ magnétique très important, dû en partie grâce au manteau et qui est fait d'hydrogène métallique, et qui a ainsi pour conséquence de créer un champ magnétique beaucoup plus important que la gravité de manière générale, et ce qui fait que ce champ magnétique englobe quasiment une grande partie des lunes, et ce qui fait que la plupart des lunes galiléennes sont ainsi protégées. Mais si une planète est protégée contre les vents solaires, certes la vie peut se développer à sa surface, mais il y a d'autres conséquences qui apparaissent, et c'est le cas notamment quand il y a des éruptions solaires. Lorsqu'il y a un vent solaire qui est expulsé par le soleil, ce vent solaire va ainsi arriver au niveau de la planète, et si la planète est protégée, son bouclier thermique va ainsi, non pas le bouclier thermique, mais le bouclier va ainsi permettre de dissiper les vents solaires et ainsi éviter qu'ils atteignent la planète. Et cela a ainsi pour conséquence de déformer ce dernier et ainsi créer des aurores boréales et polaires. C'est le cas sur Terre, mais c'est aussi le cas sur Jupiter. Et c'est sur les aurores boréales qu'on va se quitter. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire pour dire si la vidéo a été bonne ou mauvaise. Et surtout n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. À la prochaine.